Bonjour à toutes et à toutes. Merci d'être là et j'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence, la journée du cloud, en ligne dans plein de pays, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord. Je vois dans les participants qu'il y en a quelques-uns en Europe également. Je m'appelle Sébastien Stormac et je serai votre hôte pendant les prochaines 45 minutes. J'ai juste une petite demande pour les organisateurs. Didier, si tu peux envoyer mon écran également sur stage. Comme ça, tout le monde pourra voir l'écran. Cool, voilà, il est arrivé. On est en ligne pour l'ouverture de ces 2 jours de conférence qui sont en physique également, et je suis vraiment impressionné par le boulot que les organisateurs ont fait pour vous connecter dans différentes villes, dans 9 villes et pays différents. C'est un boulot incroyable pour arriver à faire ça. Donc j'ai noté sur les derniers messages que j'ai reçus que vous êtes en présence à Dakar au Sénégal, à Conakry en Guinée, à Niamey au Niger, à Ouagadougou au Burkina Faso, à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Kinshasa au Congo, enfin en République démocratique du Congo, et Lomé au Togo. J'espère que j'ai pas oublié de ville. J'en ai 6, 7 là, donc j'en ai peut-être oublié une ou deux dans la série. N'hésitez pas à laisser des petits messages en disant bonjour, je suis là, je suis là. Il y a un chat normalement à droite euh, de euh, de l'écran où vous pouvez envoyer vos messages. Quoi d'autre? Posez des questions également pendant les sessions, cette session-ci et les autres. On répondra aux questions, alors pas au fil de l'eau pour cette session, mais je prendrai un moment pour répondre à vos questions à la fin de la session. Comme c'est la toute première conférence de la journée, le tout premier talk de la journée, je voudrais prendre 2-3 minutes avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse, qui est le rôle des développeurs à l'âge de l'IA et des agents de codage, etc. Est-ce que ça a encore du sens d'être développeur aujourd'hui? euh, je vous fais un spoiler, je pense que oui, ça a du sens d'être développeur. Je voulais revenir 2 minutes sur le cloud et le cloud AWS spécifiquement. Le cloud est une plateforme fabuleuse pour pouvoir innover, pour pouvoir tester vos idées, pour pouvoir apprendre sans devoir faire des investissements coûteux avant même de commencer un projet. Parce qu'il y a vraiment 4 choses qui caractérisent le cloud. Pour que ça soit un cloud public, il faut que l'accès au service soit à la demande, c'est-à-dire vous allez dans la console, vous avez un compte et vous obtenez en quelques clics de souris accès à de la capacité de calcul, du stockage, des bases de données, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle la partie à la demande. Il ne faut pas appeler un commercial d'abord pour signer un contrat de 3 ans et puis attendre des mois avant d'avoir accès à une virtuelle machine. Le cloud doit être élastique aussi, c'est-à-dire si vous avez des tout petits besoins, vous avez une toute petite infrastructure, mais l'infrastructure est capable de grandir plus ou moins automatiquement, certaines parties automatiquement, certaines parties avec votre aide, comme vos besoins sont en train de grandir aussi, ce qui veut dire que vous pouvez commencer tout petit et donc payer quasiment rien, et puis grandir en fonction de votre entreprise ou en fonction de vos besoins, en ne payant que ce que vous utilisez. Et ça, c'est une caractéristique très importante du cloud aussi. Pay as you go, on dit en anglais. Vous ne payez que la partie que vous utilisez. Si vous arrêtez d'utiliser un service, vous arrêtez de payer pour ce service aussi. Et puis, je crois que la dernière caractéristique, la quatrième très importante du cloud, c'est cette possibilité de déployer de façon globale. On a, j'ai pas regardé les chiffres récemment, mais je crois que c'est 32 régions où vous pouvez déployer votre infrastructure, y compris en Afrique, en Afrique du Sud. J'y reviendrai dans un moment, mais en Amérique du Nord, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe et au Moyen-Orient, il y a des régions où vous pouvez déployer votre infrastructure proche de vos clients. Et je crois que le cloud, grâce à ces 4 caractéristiques, on-demand, élastique, pay-as-you-go et global, c'est vraiment un accélérateur pour l'innovation, parce que vous pouvez tester vos nouvelles idées extrêmement simplement. Le coût de développement est quasiment nul dans le cloud. Si l'idée ne marche pas, ben vous arrêtez tous les frais qui vont avec. Il n'y a pas d'investissement à faire comme il fallait le faire avant, à l'époque des data centers, où il fallait commander des machines, attendre des mois pour qu'elles arrivent, et puis si l'idée marche pas, qu'est-ce qu'on fait avec ces machines? Et c'est encore plus vrai
à l'ère de l'intelligence artificielle, parce que le cloud vous donne accès à tous les modèles, les large language models du marché. Sur AWS, vous avez les modèles de Meta, d'Anthropic, Claude, ceux d'Amazon évidemment, DeepSeek, les modèles chinois, des tas de modèles de la plateforme Hugging Face, et puis des tas d'autres. Et vous pouvez accéder en tant que développeur à tous ces modèles et tester, expérimenter, sans avoir à déployer d'infrastructures super coûteuses. Si vous voulez déployer un modèle Claude chez vous, alors Claude c'est pas possible, mais si vous voulez déployer un large language model, DeepSeek par exemple, chez vous, bah, vous avez besoin d'une infrastructure relativement coûteuse avec des GPU, etc. Euh, ce qui n'est pas le cas dans le cloud, vous avez accès par API en payant uniquement à l'usage et dans toute sécurité. La sécurité de vos données, les données que vous envoyez au modèle sont uniquement pour vous. Les données de vos clients ne sont pas partagées avec d'autres clients AWS. Donc le cloud, un playground, un bac à sable idéal pour expérimenter, pour apprendre à utiliser l'intelligence artificielle en 2025 et au-delà. Et puis en Afrique, soyez fier également de dire AWS aime l'Afrique. EC2 a été inventé en Afrique du Sud. Ce sont des ingénieurs d'Afrique du Sud, à Cape Town, qui ont lancé les prémices de C2. C'était en 2004, hein, je parle il y a très longtemps. EC2 a été lancé, si je ne me trompe pas, en 2005 ou 2006, en version GA, en dehors de bêta. Il y a une région disponible en Afrique du Sud également, autour de Johannesburg depuis 2020, donc ça fait plus de 5 ans. Le CTO d'Amazon, Werner Vogels, qui est une figure charismatique dans la communauté cloud, a fait un tour en Afrique ces 2 dernières semaines. Il était au Nigeria, au Rwanda, au Kenya, et il a posté hier ou avant-hier sur les réseaux sociaux un message vibrant d'enthousiasme. Alors je traduis de l'anglais, mais il a dit ça a conforté mon idée, ce voyage. Pardon, a conforté mon idée que l'Afrique est le cœur des plus des talents les plus proéminents dans la technologie, et que ces développeurs, les développeurs africains, sont uniques dans leur approche et dans leur approche de l'innovation, parce qu'ils sont pas, il a dit en anglais encumbered, j'essaie de vous traduire ça en français, ils s'embêtent pas ou ne sont pas ralentis par le poids du legacy et une ancienne manière de travailler. Tout est neuf, tout est à faire, et vous pouvez vous adresser de façon très distinctive et vous pouvez adresser les challenges spécifiques au continent avec des solutions qui ont des implications globales. Et selon lui, Sub-Sahara Africa, l'Afrique subsaharienne, est la nouvelle frontière pour l'innovation. Il a, pendant cette conférence, quand il était au Kenya également, accueilli sur scène et été interviewé par Adeline Makoka, que vous voyez sur les photos là, qui est la première femme nommée AWS Hero en Afrique. Les AWS Heroes sont des individus clés dans la communauté des clients et des enthousiastes d'AWS qu'on essaye de mettre en avant via des interviews. Ils sont invités à reInvent. C'est une communauté de professionnels passionnés qui partagent leur passion via des blogs, via des vidéos, via du contenu qu'ils écrivent en ligne au sujet d'AWS. Et je suis super content que Kathleen ait été nommée AWS Hero, parce que une des constantes que je vois quand je fais des conférences en Afrique, j'étais encore il y a quelques mois à Douala, au Cameroun, et je vois qu'il y a beaucoup plus de femmes et beaucoup plus d'étudiantes qui assistent aux conférences en Afrique, beaucoup plus qu'en Amérique du Nord et qu'en Europe. Et ça me fait vraiment plaisir, parce que nous avons une responsabilité à construire des environnements qui sont équitables, divers et variés. Et pour ça, on a besoin de l'équité, de la diversité de nos sociétés aussi. Il n'y a pas assez de femmes dans la tech, surtout en Europe et en Amérique du Nord. C'est mieux en Asie et c'est beaucoup mieux en Afrique, et je suis très fier de ça, de voir toutes ces jeunes femmes, toutes ces étudiantes qui sont dans les meet-up dans les pays en Afrique, ou encore ici aujourd'hui dans la conférence ou dans les conférences physiques où on a l'occasion d'aller. Mesdames, mesdemoiselles, vous avez vos places dans l'IT. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne laissez pas un homme dire que vous n'avez pas votre place en tant que codeuse, que développeur, que buildeuse, que IA, data scientist. Le futur vous appartient, donc continuez, bravo, et avançons. Voilà, pouvoir aux femmes en IT.
Voilà pour ce petit mot d'introduction sur le cloud, sur l'IA, sur le cloud en tant que terrain d'innovation. C'était pas le sujet principal de cette conférence d'ouverture du Cloud Facile, de ces 2 jours de conférence Cloud Facile. Le terrain d'ouverture, c'est l'IA pour les développeurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un développeur aujourd'hui à l'ère de l'IA? J'aime bien ouvrir ce talk en parlant de ça, en disant tiens, le week-end passé, moi je me suis bien amusé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un jeu Pac-Man sur iOS. Alors c'est un vrai jeu Pac-Man avec les petits fantômes, le petit bonhomme jaune, avec des petites pilules qui donnent des super pouvoirs, avec un compteur de score. Il y a 3 vies. Si on se fait manger, on perd une vie. Si on avale une petite pilule, on peut pourchasser les fantômes qui se transforment en petites paires d'yeux, etc., etc. Voilà, c'est écrit en Swift, le langage de programmation open source, avec Swift UI, qui est le système pour faire des applications sur iOS, sur macOS et iPadOS. Et quand j'ai les gens physiquement en face de moi dans une conférence, je demande combien de temps vous pensez que j'ai mis pour développer cette application, partir de zéro jusqu'à ce résultat-là que vous voyez tourner sur un simulateur. Mais enfin, je l'ai essayé sur mon téléphone, ça marche également. Alors, il y a un indice dans ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit, j'ai fait ça le week-end passé, donc c'est moins que 2 jours déjà. Et j'ai différentes réponses. J'ai des gens qui disent 6 heures, 8 heures, 4 heures. Et la vraie réponse, c'est 1 heure. 1 heure à partir de l'idée originale, de dire tiens, je ferais bien ça, jusqu'au résultat que vous avez vu. Comment j'ai fait? J'ai utilisé un agent d'IA qui s'appelle Amazon Q Developer, enfin peu importe, il y en a plein. Je lui ai posé une question, je lui ai fait un prompt, je vous montrerai le prompt tout à l'heure, mais en gros, je lui ai dit, bah voilà, je veux que tu développes un jeu Pac-Man au look and feel des années 80, en Swift, Swift UI, qui fonctionne sur iOS 18, en respectant les best practices, les modèles view controller et des choses comme ça. Hem, Très rapidement, il est venu avec un 1er jet qui était pas mal fait. Vous voyez à gauche, il m'a fait plusieurs fichiers. Il a bien séparé la logique du jeu, la logique d'affichage. C'est une application MVC standard qui respectait les conventions de SwiftUI et de Swift en général. Il y a 2-3 petites choses qui marchaient pas. Les collisions entre Pac-Man et les fantômes ne fonctionnaient pas. Donc ça, je lui ai demandé après, je lui ai fait une question, je lui ai dit tiens, ça marche pas, tu peux trouver pourquoi et corriger, ce qu'il a fait. Et ensuite, le plus gros problème qu'il y avait, c'était le petit dessin du bonhomme Pac-Man. Il a vraiment écrit du code qui dessine en rond avec un angle pour faire un triangle, pour faire la bouche. Et ça marchait bien quand il allait à droite, mais dès qu'il allait en haut, en bas ou à gauche, ça marchait pas bien. Le dessin était, enfin, il s'était gouré dans les calculs d'angle, etc. Et ça marchait pas. Et là, il m'a fallu 6 ou 7 questions de follow-up pour lui faire corriger. À la dernière, il m'a fait rire d'ailleurs parce qu'il a dit OK, je prends une approche radicalement différente, je vais revoir cet algorithme. Il l'a fait et là, ça a marché. Donc c'était un résultat assez intéressant en 1 heure. J'ai voulu un peu explorer le code, donc je lui ai dit dessine-moi un diagramme de classe, rajoute un readme, etc. pour expliquer ce que tu as fait. Et là, ça a été très rapide. J'ai eu un diagramme de classe qui explique le game engine, la gestion des caractères, la gestion du board, les différentes views pour afficher un fantôme, pour afficher Pac-Man, pour la détection des collisions, etc. Est-ce que, en tant que développeur, ce genre de démo fait peur? Oui, et je crois que je peux entendre ce oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'apprendre à coder? Non. Et ce que je dis souvent à mes clients, c'est l'IA générative ne va pas remplacer les développeurs. Ça va juste redéfinir le rôle du développeur, de la développeuse. Alors cherchez pas cette code sur internet, c'est moi. Mais c'est vraiment le message que je veux passer avec vous ce matin. C'est l'IA générative ne va pas remplacer les développeurs, ça va transformer notre métier, ça va déplacer le focus sur certaines tâches, peut-être enlever d'autres tâches, et c'est de ça que j'aimerais bien parler pendant la demi-heure qu'il nous reste. Alors, soyons clairs, hein, quand je dis que les métiers ne vont pas être impactés ou qu'il ne va pas y avoir de disparition de rôle, etc., je dis pas ça parce que moi-même, je me considère comme un développeur et vous êtes nombreuses et nombreux à être développeurs ici à nous écouter aujourd'hui. Euh,
Donc je dis pas ça pour vous faire plaisir et gagner des points auprès de vous. Et il y a des rôles qui vont changer. Si on regarde dans le passé, les typistes, les gens qui prenaient des caractères d'impression, qui les mettaient l'un à côté de l'autre pour imprimer des journaux, bah, c'est un métier qui a quasiment disparu. Quand Adobe a lancé desktop, comment ça s'appelait, PageMaker dans les années 80, bah, le desktop publisher a été complètement changé et la profession a si pas disparu, en tout cas été profondément transformée. Je crois que c'est ce qui va arriver aux développeurs aussi. On va pas disparaître, mais on va être transformé. Et donc c'est un peu à vous de choisir. Quelle est la pilule que vous voulez choisir? Est-ce que vous voulez rester dans votre zone de confort et continuer d'écrire toutes les lignes de code une par une, ou est-ce que vous voulez commencer à utiliser des agents de codage et multiplier votre productivité par 5, par 10, par 100? C'est à vous de faire le choix. En général, c'est là que je me présente. Développeur NodeFont, comment les développeurs vont être upgradés et pas remplacés par les agents d'IA. Je le redis, bonjour à toutes et à toutes. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis développeur advocate chez AWS. Je suis originaire de Belgique, j'habite en France. Et mon job, c'est de créer du contenu pour inspirer les développeuses, les développeurs à utiliser AWS. Je fais ça de différentes façons, j'en reparlerai tout à l'heure. Nous, développeurs, développeuses, nous écrivons du code avec des outils. Et les outils évoluent. Les outils qu'on a aujourd'hui sont pas les outils qu'on utilisait pour écrire du code au Moyen Âge. Souvenez-vous, il y a une époque que vos parents ont connue, ou grands-parents peut-être ont connue, où coder, ça voulait dire faire des trous dans des cartes en carton. Ça voulait dire écrire des instructions avec une feuille de papier et un stylo. Et quand les premiers compilateurs ont apparu et les premiers langages de programmation plus haut niveau ont apparu, les développeurs assembleurs, ils ont dit ah, ces langages de haut niveau, ils arriveront jamais à faire du code aussi performant que ce que moi j'écris en assembleur directement. Et aujourd'hui, on rigole un peu à l'idée de dire que on devrait écrire une application entièrement en langage assembleur. Je crois que demain, on rigolera à l'idée que quelqu'un écrive toutes les lignes de code lui-même dans une application comme on le fait aujourd'hui. Donc les outils nous aident à être plus productifs. Ce que vous voyez là en vidéo à l'écran, c'était mon premier projet Java professionnel. C'était une applet de e-banking pour une banque à Luxembourg à la fin des années 90, à la fin des années 90. Donc une applet pour les plus jeunes d'entre vous, c'est une application Java qui tourne dans une page web côté client et qui émet des appels d'API sur le serveur. À l'époque, il n'y avait pas d'IDE, on a développé cette application entièrement avec VI. C'était même pas Vim comme dans les vidéos là. Il n'y avait pas de syntax alighting, il n'y avait pas de match des accolades, etc. On compilait à la main avec Java C ou avec Make et on faisait tout ça sur des stations Sun Solaris depuis la ligne de commande. Est-ce qu'on était productif à l'époque? Bah, selon les standards de l'époque, oui, parce qu'on a terminé ce projet dans les temps impartis et au délai imparti. Mais en tant qu'humain, on imagine, on construit, on utilise des outils, et puis on utilise ces outils pour construire encore plus d'outils. Et en tant que développeur, on fait un peu la même chose. Les outils, c'est bien, il faut pas craindre les outils. À propos d'outils, ça c'est mon premier IDE. C'était aussi début des années 90 sur MS-DOS, Turbo Pascal 6. Et ça, c'est mon premier IDE Java sur Windows 95. Waouh! Quel boost de productivité à l'époque. On avait la coloration de la syntaxe, on avait le début du autocomplete, on pouvait compiler simplement en appuyant sur un bouton et ça gérait les dépendances pour nous. Génial. Les outils nous aident à nous lever sur des épaules des géants. Tools let us stand on the shoulder of giants. Je le dis en anglais parce que c'est une phrase qui a été prononcée en anglais à l'origine. Elle n'est pas de moi, c'est bien trop beau, puissant. Ça vient d'Isaac Newton. Les outils nous aident à construire et à composer d'autres outils. Les outils s'améliorent et prennent avantage aussi de la puissance de calcul disponible. Et les outils, grâce à cette puissance de calcul, et le cloud aujourd'hui devient de plus en plus
powerful, de plus en plus puissants. Vous vous souvenez quand les premiers autocompletes sont apparus dans les IDE, pour les plus âgés d'entre vous, certains développeurs refusaient d'utiliser ça. Ils disaient non, si j'utilise du autocomplete, je vais oublier la syntaxe, je vais plus retenir que c'est system.out.println, etc. Ça va me rendre paresseux. Et ben, j'entends la même chose un peu aujourd'hui avec l'IA générative. Je crois que c'est juste une étape suivante dans l'évolution. Depuis juste prédire le caractère suivant, la fonction suivante, jusqu'à prédire la fonction complètement suivante ou générer une application complète, comme mon Pac-Man au début par exemple. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire tout l'historique des outils de développement. J'ai parlé des IDE, mais il y a aussi les source code control, les linters, les compilateurs, les code profilers, les case tools. Et côté machine et côté langage de programmation, tout a changé également. Maintenant, on a des tests unitaires, on a de l'intégration continue, on a des concepts très puissants comme des concepts de type, par exemple, qui permettent d'attraper beaucoup d'erreurs du programmeur au moment de la compilation. En tout cas, si vous utilisez des langages typés, je regarde à vous, JavaScript et Python, utilisez des langages typés plutôt TypeScript. Swift, Kotlin, Java, la gestion de la mémoire n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait en C au début dans les années 70, etc. Mais souvenez-vous que écrire du code, ça a commencé comme ça, hein, c'était écrire des 0 et des 1, ou c'était même faire des connexions physiques avec des câbles. Ça, c'est dans les années 40, début des années 50. Début des années 50, il y a les langages assembleurs qui sont apparus. C'était une super abstraction, ça permettait d'être imprimé, d'être annoté, on pouvait relire, échanger avec des collègues. Je dis on, mais moi j'étais pas là à cette époque-là. Et puis dans les années 50, les premiers langages de plus haut niveau qui sont apparus, le Fortran, le Lisp, le COBOL. Je ne sais pas si vous connaissez le langage que vous voyez là à l'écran. C'est une fonction en Fortran qui calcule la surface d'un triangle. J'ai jamais écrit le Fortran, mais c'est encore utilisé aujourd'hui. Dans les années 60, il y a eu BASIC, il y a eu des améliorations sur COBOL, et puis dans les années 70, Pascal, dont j'ai déjà parlé, Smalltalk, dans les années 80, C++, Objective-C, Perl, les années 90, Python, dont j'ai déjà parlé, Java qui est apparu, qui fête ses 30 ans cette année, Java, 1995, la naissance de Java. Dans les années 2000, on parlait plutôt Scala, langage de programmation sur la JVM en fonctionnel, Ruby. Et puis dans les années 2010, on considère les langages modernes comme étant Kotlin, Swift, Rust et Go, ce sont les quatre principaux. Le code que vous voyez là à droite, c'est du Swift et c'est la même fonction que celle en Fortran. Alors je l'ai pas écrite moi-même, j'ai donné l'image du texte Fortran à une IA et je lui ai demandé de me traduire ça en Swift, ce qu'il a fait. J'ai testé le code, ça marche évidemment. Mais c'est quoi le langage de programmation de demain, de 2025 et 2030 Eh bien, je pense que c'est de plus en plus le langage naturel, euh, en français, en anglais ou dans la langue de votre choix, enfin presque, pas toutes les langues, mais les langues les plus communément utilisées sur la planète. Ça, c'est le prompt que j'ai utilisé, écrit un Pac-Man pour iOS avec SwiftUI. Je vous jure, il n'était pas plus long que ça. Hein. Respectez le look and feel original des années 80. C'est tout ce que j'ai dit. Et quelques minutes après, j'avais ça. Alors, je vous ai dit, il y a des choses qui marchaient pas, la détection de la collision, le dessin du bonhomme s'il allait pas à droite. Et il m'a fallu 1 heure en tout, itération complète pour itération comptée pardon pour avoir mon jeu qui fonctionne. Alors pour moi ça a bien marché, ça c'est top. Pour d'autres développeurs, ça marche pas toujours. Ça, c'est un tweet que j'ai vu il y a 2-3 semaines qui m'a fait rire. C'est un développeur de Meta qui disait ah j'ai juste essayé Claude 4, il a changé toute ma base de code, 25 invocations d'outils, 3000 nouvelles lignes de code, 12 nouveaux fichiers, il a cassé mon monolithe, il a modularisé, il a nettoyé mon code. C'était beau à voir, mais rien de tout ça ne marchait à la fin. Et parfois, c'est ça. Il y a un côté magique à regarder le truc fonctionner, créer des fichiers, etc. Puis quand on essaye de compiler, ça marche pas, ou quand on essaye de tester, ça marche encore moins. Donc, ça marche parfois, ça marche pas toujours. Et donc, il y a une question que j'aime bien poser aussi quand je suis en présentiel devant vous, c'est à quoi vous utilisez les coding agents today aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui marche bien? Et les réponses que j'ai,
Souvent, c'est la complétion de code intelligent, l'explication du code, ça marche super bien. Je prends un framework, une librairie open source et je lui demande de m'expliquer ce que c'est. Générer des tests, générer de la doc, des diagrammes, tous les trucs un peu chiants qu'on n'a pas trop envie de faire. Générer des unit tests. Moi, je suis toujours impressionné. Ils pensent à des tas de cas limites d'utilisation auxquels j'aurais pas pensé. Amazon Q Developer est beaucoup meilleur que moi pour générer des tests unitaires. Refactorer du code. Traduire, comme mon exemple là, de Fortran à Swift. Chez Amazon, on a des services pour traduire du COBOL en Java, pour traduire du vieux Java 7, 6, 7, 8 en Java moderne, 20 plus, pour porter du C Sharp Windows sous Linux pour pouvoir déployer du code C Sharp initialement prévu pour Windows, mais de le mettre plutôt dans le cloud sur des serveurs Linux. Écrire des pull requests, ça marche relativement bien aussi. Google a fait une chouette démo à sa conférence développeur il y a quelques semaines où il montrait des designs d'interfaces graphiques web faites dans Figma, pardon, c'est cet outil qui est utilisé par tous les designers qui étaient rachetés récemment par Adobe. Et à partir de là, le RIA génère du code pour des interfaces graphiques. Ça, c'est assez cool. Ça marche bien aussi si vous prenez une photo ou même un dessin d'une interface graphique avec les champs, etc. Et vous lui dites, génère-moi une application HTML, React ou SwiftUI ou Jetpack Compose. Ça marche plutôt bien aussi. Donc, il y a des choses qui marchent. Évidemment, tout ce qui est DevOps, infrastructure as code, générer du code CloudFormation ou Terraform pour déployer dans le cloud, ça c'est un domaine qui est plutôt bien fait également. Je voudrais vous faire une autre démo, encore une fois avec Swift. Je crois que vous avez compris que j'aime bien, j'aime bien Swift. Je suis le mainteneur d'un projet open source qui permet d'écrire des fonctions lambda, vous savez, des fonctions serverless dans le cloud en Swift. Ça s'appelle Swift AWS Lambda Runtime, c'est open source. Il y a un projet similaire pour écrire des lambda fonctions en Rust, en Go. Donc voilà, il fallait faire ça. Donc j'ai pris ce projet-là, j'ai juste fait un git clone. Dans le projet, il y a des exemples, il y a un README assez détaillé. Et j'ai démarré Amazon Q et je lui ai demandé en étant basé sur le code qui est dans cette librairie et le README, de m'écrire une nouvelle fonction lambda écrite en Swift que je puisse déployer comme une API REST avec sans authentification, parce que c'est une démo, il ne faut pas faire ça dans la vraie vie, et qui prenne en entrée 2 coordonnées GPS de position sur la planète et me calcule la distance en kilomètres entre ces 2 coordonnées GPS. Alors déjà, c'est un piège parce que 2 coordonnées GPS, ça veut dire 4 paramètres d'entrée, latitude, longitude, latitude, longitude. Comment est-ce qu'on calcule la distance entre 2 coordonnées GPS? Je lui ai pas dit, il l'a trouvé tout seul. Alors j'ai accéléré la vidéo que vous voyez là évidemment, ça prend un tout petit peu plus de temps que ça, mais pas beaucoup, ça a pris un quart d'heure au total, déploiement compris. Il m'a créé le code sous la directory exemple, il m'a créé un README, il m'a expliqué dans le README comment était structuré le code, comment je pouvais le tester en local, comment je pouvais le déployer, comment je pouvais tester le code déployé. Alors j'ai été regarder le code, il m'a fait un package.swift, donc ça c'est le package.swift, c'est le fichier en Swift qui définit le projet et ses dépendances, un peu comme un POM en Maven par exemple. Il m'a fait un README super détaillé, mieux que ce que moi j'aurais écrit, avec des exemples, etc., etc. Puis j'ai été voir le code source. Il y a un fichier, man.swift. Il m'a créé une structure de données pour passer les paramètres en entrée et en sortie. Ça, c'est nécessaire en Swift parce que c'est un langage fortement typé, donc on peut pas taper du JSON directement comme on le fait en JavaScript ou en Python. Et puis il m'a fait un handler qui calcule la distance. Il a trouvé un algorithme de calcul de distance correct qui s'appelle Haversine quelque chose, enfin qui est une formule avec des sinus et des cosinus, donc qui tient compte de la courbure de la Terre, qui donne une relativement bonne approximation. C'est très simple à coder et c'est une approximation qui est pour beaucoup d'applications suffisamment bonne. Il y a des petites choses où je suis pas d'accord avec la manière qu'il a fait. Il utilise des vieilles classes Swift dont le nom commence par NS quelque chose. Ouais, j'aurais fait 2-3 petites choses différentes, mais a priori, il n'y a pas de red flag. Donc, j'essaye de compiler.
et là, bonne surprise, ça compile du premier essai. Alors dans mon petit runtime là, il y a un moyen de tester le code en local avant de déployer, donc il y a un petit émulateur de Lambda. Donc je peux dans un autre terminal prendre une commande curl et appeler mon runtime. Première fois que j'essaye, je l'ai laissé dans les vidéos, ça marche pas, c'est un truc sur ma machine localhost, ça résout pas bien, cause un problème avec IPv6, etc. Bref, je dois taper 127.0.0.1, une fois que je pense à ça, immédiatement je reçois la réponse. Donc non seulement le code qui a été généré, il a compilé du premier coup, mais il s'exécute du premier coup et il me répond avec la distance entre deux coordonnées. Le fichier de test JSON qui m'a donné, c'est les coordonnées de Paris et de New York et il me calcule une distance de 5800 et des raouettes et des poussières, un peu plus de 5800 kilomètres. Donc là, j'étais assez impressionné. Je me dis, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut déployer cela? Donc, je décide de créer un binaire pour Lambda. Alors, je vous passe les détails, mais globalement, il faut compiler pour Linux, puisque Lambda tourne sur Linux. Là, j'étais sur un Mac, donc ça implique Docker, etc. Je vais pas rentrer dans, c'est pas important. Mais donc, je tape la bonne commande qui va me générer un binaire pour Linux. Ça compile sous Linux aussi, ce qui n'est pas toujours gagné avec Swift, parce que parfois, il y a des dépendances spécifiques à macOS. Mais là, il l'a pas fait. Et puis, j'utilise SAM pour déployer parce qu'il m'a créé. SAM, c'est un Serverless Application Model. C'est un des moyens de déployer des applications serverless. Il m'a créé un template SAM, donc autant l'utiliser. Je réponds à quelques questions, blablabla. Bla, bla, bla. C'est un truc que vous devez faire à tous les premiers déploiements avec SAM. Et puis, je le laisse travailler. Il va me créer la fonction lambda. Il va me créer une API gateway. Donc, c'est un service managé et il me donne l'URL de cette API. Comme il n'y a pas d'authentification, a priori, je pourrais l'appeler directement avec curl. De nouveau, je dois passer des paramètres, mes coordonnées en entrée, en sortie. Il m'a donné un petit fichier pour ça, comme ça, je ne dois pas le refaire à chaque fois. Oui, non, ici, je vais lui passer un JSON directement que je tape dans la ligne de commande. Et il me répond avec le même JSON, donc les coordonnées passées, mais surtout, il y rajoute la distance qu'il a calculée. Donc, non seulement ça compilait, non seulement ça s'exécutait en local, mais ça déployait dans le code. Ça m'a pris un quart d'heure pour faire cette fonction. C'est assez incroyable. Hein. Et il n'y a pas que moi. GitHub, nos amis de GitHub Copilot ont fait une étude avec certains de leurs clients et ils ont trouvé que des sociétés comme Mercado Libre, qui est une place de marché très très populaire en Amérique du Sud, c'est un peu un mix entre Uber et Amazon en Amérique du Sud, euh, dégagent 50% du temps de leurs développeurs pour qu'ils puissent faire des choses à plus haute valeur ajoutée. Donc ils ont 50% de leur temps qui se libère grâce à l'utilisation d'agents de codage. Et les gens de Google ont fait une étude interne sur des équipes à eux. Donc c'est une étude qu'ils ont publiée, mais qui a été faite sur leurs développeurs à eux, qui disent que leurs seniors développeurs arrivent à terminer leurs tâches 21% plus rapidement que ceux qui n'utilisent pas ce genre d'outils. Alors là, c'est quand même intéressant d'aller voir et de lire le PDF dont la référence est là sur l'écran, parce que ce que vous voyez là sur mon slide, c'est le grand titre qui a fait la une de la presse, qui est assez vendeur. On a envie de cliquer en savoir plus, mais quand on va lire l'étude, elle est beaucoup plus détaillée. Ils disent qu'ils n'ont pas mesuré la qualité du code et ils n'ont pas ils ont trouvé des autres études qui montrent des effets contraires. Donc eux, ils ont trouvé ça, mais il y a d'autres études qui montrent exactement l'inverse. Ce qui résume bien la situation aujourd'hui. Parce que quand on parle d'IA et de codage comme ça, il y a un gap entre la réalité et le hype. D'un côté, on a les grands titres de la presse, comme le boss de Microsoft qui dit 30% de notre code base est généré par l'IA. Puis il y a la réalité aujourd'hui. L'IA est très bonne pour générer du code quand le contexte est bien défini. S'il y a de l'ambiguïté, des changements politiques, des choses qu'elle n'a jamais vues, elle va être très très mauvaise. Et c'est là que nous, humains, on a toute notre valeur ajoutée là-dedans. Et comme chaque nouvelle technologie, comme chaque nouvelle génération d'outils, eh bien, ça vient avec des peurs ou des craintes qui sont pas nécessairement justifiées. La première peur que j'entends tout le temps, c'est de dire l'IA va remplacer les développeurs. Et ça, je crois que c'est
une mauvaise compréhension fondamentale de ce que c'est que développer. Développer, c'est pas juste écrire du code. C'est un problème, c'est un processus assez complexe de résolution de problèmes, où il faut s'asseoir avec d'autres personnes, écouter ce qu'ils veulent, écouter leurs besoins. Il faut concevoir un système, alors que ça soit une architecture évidemment pour déployer, mais aussi un système au sein de mon code, comment je vais structurer mon code. Et l'IA peut être très bonne sur des détails d'implémentation, mais elle ne comprend pas le cycle de développement complet d'une application aujourd'hui. Une IA peut pas se mettre dans une réunion pour parler avec des utilisateurs et pour essayer de comprendre leurs besoins qu'ils expriment de façon extrêmement, comment dire, non formelle, non structurée. L'IA peut pas comprendre les challenges politiques dans votre entreprise et les jeux de pouvoir, ne peut pas faire des décisions de priorité basées sur des exigences business, par exemple. C'est un peu comme, vous savez, au début, qu'il y avait les outils ORM, les Object Relational Mapping, comme Hibernate. On a dit, ah, il faudra plus d'experts de base de données. Et là, maintenant, on est quoi, 20 ans après l'apparition de ces outils, on voit bien, on a toujours besoin d'experts de base de données. Les ORM n'ont pas éliminé les database engineers. L'autre critique que j'entends toujours, c'est dire ouais, mais la qualité du code est inférieure, ça va causer un problème de maintenance à long terme, ça va créer une dette technique. Et je trouve que c'est pas vrai. Pour des tâches routinières bien définies, la qualité du code généré par l'IA est supérieure à celle des humains. Euh, L'humain va parfois prendre des raccourcis parce il y a une deadline. L'humain est fatigué. L'humain va oublier des cas limites qu'il n'avait pas prévus ou pas testés. L'IA va pas faire ça. Elle n'est pas fatiguée. Elle n'est pas dans un rush. Elle ne va pas prendre des raccourcis pour des choses qu'elle connaît. Mais pour des choses qu'elle a jamais vues, des architectures nouvelles, des optimisations qui sont spécifiques à un métier, des intégrations au-delà du code, mais au niveau du système global, là, la qualité varie dramatiquement et la réalité est beaucoup plus nuancée. Donc, et c'est là, encore une fois, que nous, développeurs, nous avons notre place à prendre. Et puis, la pire critique que j'entends, c'est tout le temps apprendre à coder, ça sert plus à rien. Euh, c'est un peu comme de dire, ben, maintenant qu'on a des calculatrices, on n'a plus besoin d'apprendre des maths. Eh, non, on doit toujours apprendre les maths. Je crois qu'au contraire, c'est encore plus important d'apprendre à coder pour pouvoir vérifier le code que génère l'IA et comprendre pourquoi le code qu'il génère est bon ou comprendre pourquoi il n'est pas bon et être capable de lui demander de changer et être capable de lui expliquer ce qu'il faut changer. Mais pour ça, il faut bien comprendre les concepts de programmation, d'algorithmique, de structure de données. Il faut que vous soyez capable de reconnaître quand l'IA va se planter. Et elle va se planter, hein, croyez-moi, ça, elle va se planter. En revanche, ça va permettre à d'autres personnes, des non-développeurs, d'écrire du code aussi. Des experts, je sais pas, dans la finance, dans le healthcare, etc., vont pouvoir développer la petite app qui demandait depuis des mois, des années à leur département IT. Le département IT a toujours dit non, on n'a pas le temps, pas le budget. Ça va ouvrir la porte à des nouveaux profils pour écrire du code, ce qui est une bonne chose. Je reviens sur mon message de diversité et d'équité dont je parlais au début. Mais si on dit qu'il y a des personnes non développeurs qui vont accéder à des fonctions de codage, est-ce que ça veut dire qu'il faudra moins de développeurs dans le futur? Et je vous l'ai dit au début, je pense que pas. Au plus il y aura de codage par de l'IA, au plus il faudra de développeurs. Et ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est une tendance qu'on voit dans l'économie depuis toujours. C'est une tendance qui a été modélisée par un économiste anglais au 19e siècle. Il s'appelait William Jevons. On appelle ça le paradoxe de Jevons. En français, vous entendez souvent parler d'effet rebond. Alors lui, il s'était concentré sur les machines à vapeur. Et quand les premières machines à vapeur sont apparues, les gens qui produisaient du charbon étaient très inquiets parce que ces machines étaient tellement efficaces, il fallait pas beaucoup de charbon pour dégager une force de travail impressionnante. Et les producteurs de charbon ont dit c'est la mort des mines de charbon. Ces machines sont tellement efficaces que la consommation de charbon va diminuer. Et au fait, ce qui est arrivé, c'est l'inverse. La consommation de charbon a explosé. Pourquoi? Parce que comme ces machines étaient efficaces et qu'elles étaient pas chères, on a fabriqué les entrepreneurs ont acheté et déployé plus de machines pour faire des tâches qu'on n'aurait pas faites avant avec des machines, parfois un peu pour remplacer la force de travail manuelle également. Mais comme il y a eu plus de machines et il y a eu une machinisation, je suis pas certain que ça soit français, de l'économie,
de l'industrie, eh bien, la demande de charbon a augmenté. C'est la même chose qu'on voit avec les voitures, par exemple. C'est pas parce que les voitures consomment moins d'essence aujourd'hui qu'il y a 20 ans que la demande d'essence diminue. Au contraire, comme les voitures produisent moins d'essence, ça devient plus intéressant, rentable d'acheter une voiture et ça augmente la consommation globale d'essence. Mais je crois que ça sera la même chose avec les développeurs et les développeuses. Comme la ressource développeur va devenir plus productive, il faudra moins de temps pour créer une application. Ça va ouvrir la porte à des tas de projets qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas le budget ou pas le temps. Donc je pense qu'il va y avoir une augmentation de la demande des développeurs. Exactement comme on l'a eu avec les DevOps ou les System Engineers. Quand le cloud est apparu il y a 20 ans, on a dit c'est la mort du DevOps ou c'est la mort du System Engineer. Et en fait non, on a plus de System Engineers et DevOps maintenant qu'il y a 20 ans. Et le dernier aspect du paradoxe de Jevon, c'est un changement aussi dans la manière d'aborder les projets qu'on va développer. Si on regarde l'histoire de l'informatique, on a toujours été contraint par des limitations techniques. Est-ce qu'on avait assez de puissance calcul pour faire ça? Est-ce qu'il y a assez de bandes passantes pour réaliser cette idée de mémoire? Est-ce qu'on a assez de développeurs pour coder cette idée? Souvent la question était non, donc on ne le fait pas, etc. Mais la vraie question maintenant, c'est plus est-ce qu'on peut construire quelque chose, est-ce qu'on peut construire cette application, est-ce qu'on est capable de le faire? Parce que la réponse est oui, on a du compute quasiment infini, du stockage quasiment infini grâce au cloud. La ressource développeur devient plus productive, donc ça baisse le coût de création d'applications. Donc la réponse à cette question est oui. Donc il y a un shift maintenant qui est purement humain, c'est est-ce qu'on doit construire cette application? Est-ce que ça a une valeur ajoutée pour nos clients? Est-ce que nos clients vont y trouver de la valeur? Est-ce qu'il y a un sens éthique? Est-ce qu'on va pouvoir construire cette application de manière à résoudre un problème business dans les limites de qualité qu'on s'est fixées? Et ça, c'est un jugement de valeur qui va devenir de plus en plus important encore qu'un jugement technique, qu'une estimation technique. C'est quelle est l'expérience utilisateur? Est-ce que ça va rendre la vie de mes clients meilleure ou de mes concitoyens meilleure? L'expérience utilisateur doit être remis au centre du débat si on doit construire ou pas ces applications. Je vois 3 changements dans le rôle du développeur et je vais terminer par là. Euh, le premier, c'est que le développeur va évoluer d'une personne qui écrit du code ligne par ligne à plus un curateur de code. Il va prendre du code, elle va prendre du code généré par des IA et pas une IA, des agents IA, et va décider de la qualité du code, de ce qui doit être renvoyé à l'IA pour retravailler et de comment assembler ces morceaux de code pour en faire un système complet. J'aime bien prendre l'analogie du journaliste pigiste qui écrit son article et qui est payé à la ligne, et puis de l'éditeur en chef. L'éditeur en chef, c'est lui qui va définir la ligne éditoriale, qui va définir le niveau de qualité, qui va définir les priorités. Et moi, je vois la développeur de demain comme étant un éditeur en chef au sein de son IDE, avec une armée de pigistes à côté qui peuvent écrire des lignes de code à la chaîne, qui peuvent sortir, j'allais dire qui peuvent pisser du code, c'est souvent une expression qu'on utilise, mais qui peuvent écrire du code à la chaîne. Ça, c'est le premier changement que je vois. Le deuxième changement, nous allons devoir apprendre à maîtriser l'IA, AI Wrangler, le dompteur d'IA. Vous imaginez avec un grand fouet, vous êtes un dompteur d'IA. Parfois, les gens disent prompt engineer, ingénieur de prompt, mais c'est beaucoup plus que du prompt engineering. Il faut que nous apprenions à exprimer notre problème d'une façon que l'IA ou les IA puissent nous comprendre, à découper le problème en sous-tâches qui soient gérables par l'IA. Il faut apprendre à être très spécifique quand on sait que l'IA va avoir du problème à venir avec une solution, et lui lâcher un peu les rênes, la bride, pour lui laisser place, entre guillemets, à de la créativité quand on peut le faire. En fait, c'est un peu comme apprendre un nouveau langage de programmation. Je vous ai dit, le langage de programmation de 2025, c'est le langage naturel. C'est pas tout à fait le langage naturel, c'est un langage naturel que les IA comprennent. On doit apprendre quel est ce langage. C'est comme apprendre un nouveau langage de programmation, sauf que le compilateur qu'on utilise, l'IA, a des opinions et des hallucinations. Et ça, c'est un peu nouveau. On va devoir apprendre à gérer ça. Il faudra aussi apprendre
à partager et à construire des librairies de prompts, comme on a construit et documenté des design patterns. On commence à avoir des sites web comme promptzy.dev par exemple pour faire ça. Donc le métier de développeur, c'est pas juste écrire des meilleurs prompts, mais c'est construire et inventer ce nouveau langage avec l'IA. Et donc le ou la développeur du futur aura des nouvelles éthiques, des nouvelles skills, celle de l'éthique. Est-ce qu'on doit construire ça, d'empathie avec les utilisateurs, de penser en termes d'architecture de système et plus de fonctions de code, d'être capable de formuler des problèmes de manière à ce que l'IA puisse les comprendre, d'évaluer le code qui est généré et de collaborer avec les humains. La partie compétence de codage traditionnelle, elle diminue un peu. Et la dernière partie qui est de plus en plus importante, parce que si la génération de code devient une commodité, comprendre l'espace de problème et l'espace de l'expertise métier devient de plus en plus importante. Et c'est vraiment notre différenciateur en tant qu'humain. C'est comprendre les workflows dans le domaine de la santé, de la finance, de l'industrie. Parce que on va pouvoir penser aux edge cases que l'IA ne connaît pas. On va pouvoir aider à framer, à cadrer, à formuler le problème qui permettra à l'IA d'écrire du code. Et on va pouvoir évaluer le code pour voir si effectivement ça répond aux problèmes métiers. Donc, je vois une évolution du rôle du développeur vers plus de connaissances dans un métier. Et pour terminer, euh, penser à l'humain. Je crois que c'est vraiment notre créativité qui nous permet d'imaginer des solutions à des problèmes qui n'ont pas encore été inventés. C'est notre jugement qui va nous aider à décider si non seulement ce qui doit être construit, mais comment ça doit être construit pour répondre aux questions des utilisateurs. Et c'est notre empathie qui nous permettra de comprendre les utilisateurs, les humains qui sont de l'autre côté de la table, et pour construire des logiciels, des solutions qui répondent à leurs besoins. L'IA va gérer les détails de l'implémentation, mais nous, on garde la main sur le big picture. Et ça, c'est notre super pouvoir. La génération de code est commoditisée, mais votre vision, votre imagination pour l'architecture, ça devient votre super pouvoir. Quand n'importe qui peut construire une app, c'est votre expérience du métier, votre expérience en tant que développeur, qui va être une valeur ajoutée. Et pour terminer, je dirais juste que dans l'histoire de l'informatique, nous, les développeurs, on n'est jamais devenus obsolètes. On a toujours été amplifiés. Souvenez-vous, les premiers programmeurs qui ont échangé des cartes avec des trous dedans pour utiliser des outils, des compilateurs, ils n'ont pas disparu. Ils ont construit des systèmes d'exploitation. Les codeurs en assembleur qui ont adopté le C et le C++, ils n'ont pas disparu. Ils ont créé Internet. Et nous, les développeurs qui allons adopter l'IA, on va pas disparaître non plus, on va construire des choses qu'on ne peut pas encore imaginer, qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc la question, c'est pas de savoir si l'IA va vous remplacer, c'est de savoir si le développeur qui utilise l'IA aujourd'hui va remplacer ceux qui n'utilisent pas encore l'IA. Parce que le code de demain n'est pas écrit dans des langages de programmation qu'on connaît, mais il est écrit dans des conversations qu'on est en train d'apprendre, des conversations avec la machine qu'on est en train d'apprendre. Et votre unique opportunité, votre skill, votre compétence la plus fabuleuse, c'est pas la syntaxe de tel ou tel langage de programmation qui sort de vos doigts, mais c'est plutôt votre imagination, votre vision que vous avez dans votre esprit. Et ça, l'IA ne peut pas le repliquer aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur de devenir obsolète. Ayez juste peur de louper une opportunité, louper l'opportunité de devenir extraordinaire. Et maintenant, c'est à vous. J'espère que je vous ai inspiré. Maintenant, go build, construisez des choses avec l'IA et dites-nous sur les réseaux sociaux, montrez-nous ce que vous faites parce que je suis toujours curieux de voir les cas d'utilisation. Merci de m'avoir écouté. J'ai débordé de 3 minutes. Je suis désolé pour ça. Mais je suis prêt à prendre des questions dans le chat. Je vois que je conclus et on passe aux questions-réponses. Didier, comment veux-tu faire pour les questions-réponses? Tu viens, on les met à l'écran, on les lit? Je les lis? Bon, bah, je vais les lire.
Probablement alors. Est-ce que je peux les montrer les questions à l'écran? Non, je peux pas. Une question de Mohamed. Ah bah voilà. Merci. Est-il possible de faire une connexion entre mon agent IA avec des fichiers que j'ai en remote? On va dire mon Drive ou mon Bucket par exemple. Oui, c'est possible. Donc les agents d'IA aujourd'hui, permettent de s'intégrer avec, ce qu'on appelle des outils. Un outil, bah, c'est un nouveau nom pour un web service par exemple. C'est du code qui doit s'exécuter quelque part et qui peut faire quelque chose. Alors souvent les agents de codage viennent avec des outils qui sont capables de lire votre file system local ou, d'exécuter des commandes bash, taper des commandes Git par exemple sur votre machine. Il y a aussi des outils qui permettent d'accéder à des ressources distantes, des bases de données par exemple. Ça peut être des buckets S3, des OneDrive, des Google Drive et des choses comme ça. Il y a même un protocole qui existe pour faciliter l'intégration de n'importe quel agent d'IA avec n'importe quel outil. Donc c'est un protocole pour qu'ils puissent communiquer, qui s'appelle MCP. J'ai oublié l'acronyme, Model Context Protocol, je crois, qui permet exactement de faire ça. Si vous cherchez sur Google, vous allez trouver des répertoires d'outils dans tous les sens. Ça part vraiment dans tout. Il y en a pour les bases de données, pour les file systems, mais des tas d'autres également. Ces outils peuvent s'exécuter soit en local sur votre machine, soit à distance sur des services distants. Attention, si vous exécutez ces outils sur votre machine, vous êtes bien conscient que vous exécutez du code écrit par quelqu'un d'autre sur votre machine. Donc mettez-les quand même dans des sandbox, dans des containers Docker, etc., pour limiter un peu le risque, ou alors vous devez vraiment avoir confiance aux développeurs de cet outil, mais n'allez pas exécuter arbitrairement n'importe quel outil sur votre machine. Autre question, quels sont les meilleurs outils pour générer du code? Heu, je vais pas vous donner Hem, une liste parce que demain elle sera invalide, ça change tous les jours. Heu, il y a des outils côté Microsoft, ça s'appelle, GitHub Copilot. Il y a des outils côté Amazon, ça s'appelle Amazon Q, Developer. Il y a des outils côté Google autour du modèle Gemini. Ils ont lancé hier un outil en ligne de commande comme nous on a depuis quelques mois déjà. Il y a des outils côté Anthropic, Claude Code. Il y a des outils côté OpenAI. Donc lequel marche mieux pour vous? Eh ben, ça dépend. Moi, je dirais évidemment, c'est ceux d'Amazon, mais ça serait pas honnête. Donc essayez. La bonne nouvelle, c'est que celui d'Amazon, celui de Google ont un free tier, donc un accès gratuit qui est très très généreux. Vous pouvez utiliser Amazon Q Developer juste en le téléchargeant. Il faut pas de compte AWS. Vous avez juste besoin d'une adresse email pour créer un compte. Mais il faut pas de carte de crédit, etc. Il faut juste s'identifier avec une adresse email, c'est tout. Et vous pouvez commencer à l'utiliser. J'ai cru comprendre que l'outil de Google qui a été lancé hier est similaire à ce niveau-là. Donc vous pouvez utiliser ces outils sans devoir sortir la carte de crédit. C'est très très bien. Encore deux choses. Si vous aimez ce genre de contenu, je suis le hôte du podcast AWS en français. Donc abonnez-vous dans toutes les bonnes applications de podcast, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music, sur Apple. Il y a des nouveaux épisodes du podcast en français tous les vendredis matins. Et puis il y a une URL qui est un peu compliquée à taper comme ça, mais si tu la mets dans le chat, Didier, ça sera plus facile pour cliquer dessus, pour avoir une petite enquête, pour savoir ce que vous pensez de la conférence, ce que vous pensez de cette session. C'est très important pour nous de collecter votre feedback. Comme ça, on peut améliorer ce genre de session et mieux répondre à vos besoins pour le futur. Et je vois que l'URL est dans le chat également. Euh, Encore une petite question-réponse si j'ai le temps. Didier, je parle sous ton contrôle. Des amis sont souvent réticents à l'idée de développer avec l'IA car ils pensent que ça empêche de développer leur propre réflexion. Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est important d'apprendre à programmer. Il faut comprendre et se forcer de temps en temps à programmer à la main, effectivement. Mais quand on est dans un projet commercial, par exemple, parfois il faut aller vite. Et donc l'IA est un bon outil pour augmenter notre productivité. Donc je ferai la distinction entre j'apprends quelque chose, où là c'est important peut-être de coder par soi-même, de faire la réflexion, ou simplement garder un peu de muscle sur son cerveau et pas se ramollir. Euh, mais c'est une toute petite partie des activités du développeur.
La plupart du temps, on va plutôt vouloir être productif, avancer rapidement, et là, les outils d'IA ont leur place. Est-ce qu'il y a des langages plus pertinents à apprendre à l'ère de l'IA, ou est-ce que c'est plus important de se concentrer pour approfondir l'algorithme, le design, puisque l'IA gère très bien la partie code? Ça sera la dernière question, parce que je vois qu'on me demande de conclure. Ma réponse à cette question, est-ce qu'il faut mieux apprendre certains langages? C'est non. Apprenez les fondamentaux d'algorithmique, de structure de données. Si vous êtes sur l'infrastructure, les fondamentaux du réseau, du scaling, des firewalls et des choses comme ça. Parce que la technologie au-dessus, ça change. Si vous apprenez un langage aujourd'hui, Swift, Kotlin, peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça sera un autre. Donc si on a les fondamentaux, passer d'un langage à l'autre, c'est relativement facile. Tandis que si on est super spécialisé dans un langage, ben, on sait rien faire d'autre et ça sera difficile d'apprendre un autre langage après. Voilà, c'est ma conclusion. Merci pour vos questions nombreuses. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je suis disponible sur LinkedIn, très facile à trouver. Vous cherchez sur mon prénom, mon nom. Et je serai ravi de répondre à d'autres questions. Je vous souhaite une très très bonne conférence, la journée du cloud, qui est au fait les journées du cloud, 2 jours. Donc restez connectés pour la suite du programme aujourd'hui, et pour surtout la journée demain également, où la conférence continue. Merci et à bientôt.